Et si, au-delà des batailles et des traités, l'histoire du continent américain avait été écrite par les épidémies? De l'arrivée des conquistadors espagnols à l'indépendance des États-Unis, les maladies infectieuses ont influencé le destin de tout un territoire, mais aussi du monde. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les virus à la conquête des Amériques, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, épisode 2, l'Empire aztèque contre les microbes espagnols. La pestiférée est coupée du reste du monde. J'ai l'air d'être infectée. Pandémie. C'est pandémie. Fièvre, soif dévorante, taches sur le corps. We have the best medicines in the world. L'épidémie, c'est qui diffuse sur le peuple. Una pandemia. La contagion se répandit dans tous les quartiers de la ville. Dans le premier épisode de cette série, nous avons suivi la route de Christophe Colomb, non pas vers les Indes, mais pour atteindre l'Amérique du Sud. Les Espagnols sont désormais installés sur l'île d'Hispaniola et vont poursuivre leur chemin. Pour la suite de ce récit, nous sommes toujours avec Renaud Piarou, chef de service à la Pitié-Salpêtrière, spécialiste des maladies infectieuses et auteur de « Sapiens et les microbes, les épidémies d'autrefois ». Au début du XVIe siècle, l'histoire est assez claire pour les Espagnols. Depuis 1594, ils ont signé un traité avec les Portugais, sous l'égide du pape de l'époque. Le traité est très simple, puisque la Terre est ronde, puisque Christophe Colomb a montré qu'il y avait des terres aussi intéressantes. Eh bien, tout ce qui est plus loin que 1700 km à l'ouest des Açores sera espagnol. Tout ce qui va être découvert par là sera espagnol. Tout ce qui est en deçà, et en particulier l'Afrique, une bonne partie des Indes, enfin les Indes, etc., ce sera portugais. Depuis que Christophe Colomb a découvert donc les Antilles, et puis après il a même découvert le Venezuela, il a découvert d'autres parties, tous ces territoires trouvés appartiennent à la couronne espagnole. Et donc on est dans la création de la Nouvelle-Espagne, et c'est à Cuba que se trouve maintenant la principale avancée espagnole, le principal poste de direction en quelque sorte. Et le gouverneur, au début du XVIe siècle, vers 1515-1520, c'est Diego Velázquez. Depuis Cuba, les Espagnols s'approchent ensuite d'une nouvelle zone. Face à eux se trouve le Yucatan, c'est là qu'on trouve aujourd'hui la station balnéaire de Cancún. Celui qui mène l'exploration s'appelle Hernán Cortés. Cortés se dit peut-être que ce serait pas mal si le territoire est intéressant. Est-ce que vraiment il faut que je raconte ça à Velázquez? Finalement, il essaye de recruter le maximum de monde, d'avoir un maximum de bateaux, plus que pour une simple exploration. Il part à peu près avec 500 hommes et il va justement sur le Yucatan. Il va accoster là-bas et petit à petit avancer vers l'ouest, le long de la côte, jusqu'à Tabasco, Veracruz. Donc là, on est vraiment déjà sur la côte de la partie centrale du Mexique. Et en avançant, alors des fois en se battant, il a un bon génie militaire, il a des chevaux, ils ont du fer, les Amérindiens n'ont pas de fer. Et il va avancer comme ça, il va arriver à Veracruz. Et là, il faut rentrer dans les terres pour aller rejoindre cet empire, ce royaume dont tout le monde parle à cet endroit-là, qui fait très peur, qui est l'empire des Mexicas, qu'on appelle aussi les Aztèques. Donc ça, effectivement, ça plaît pas forcément à Diego Velázquez, qui va finir par l'apprendre. Hernán Cortés n'arrive pas dans une région déserte. Une importante population d'au moins 15 millions d'habitants est répartie en différentes cités. C'est une ville immense. Ils sont probablement des millions là-bas. Nous n'aurions aucune chance de les battre. Non. Nous descendons. Nous allons leur parler. En tant qu'émissaires de l'Espagne. Les cités autour ont été vassalisées en quelque sorte par la cité principale de l'époque, qui est Tenochtitlan, qui va devenir Mexico, qui est une cité lacustre au centre, en altitude et au centre des vallées de l'actuel Mexique. Cortés va avancer avec de temps en temps des batailles, avec de temps en temps des massacres. Il va faire alliance avec ceux de la cité de Tlaxcala, les Tlaxtaltèques, qui vont s'allier à Cortés. Et donc quand même, il a une armée avec lui et il avance. Il finit par arriver à Tenochtitlan, il va pas se battre là. Il est accueilli par l'empereur Moctezuma qui
veut un peu comprendre qui sont ces gens. En plus, il y a une mythologie, une cosmologie aztèque qui dit que tous les X temps, il y a des changements de cycle. On arrive sur ces changements de cycle, et donc il y a peut-être un caractère divin. Enfin, il y a un questionnement, en tout cas, par rapport à ces Espagnols, et il décide de ne pas leur taper dessus tout de suite. Mal lui en prend parce que les Espagnols, eux, prennent un peu l'avantage par surprise, c'est-à-dire que, grosso modo, ils vont se débrouiller suite à un différend pour prendre en otage l'empereur. Et donc, ils vont le laisser gérer les affaires courantes, mais ils doivent obéir à ce que les Espagnols lui imposent. C'est la pendaison qui vous attend, Cortés. Ce grand roi dont vous vous dites l'émissaire a envoyé une armée à votre trousse. La situation se complique pour Hernán Cortés. La population de Tenochtitlan est de moins en moins coopérante, tandis que le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez, voit d'un mauvais œil l'attitude de son lieutenant. Il envoie une troupe sous la direction de Pánfilo de Narváez pour aller arrêter Cortés. Cortés l'apprend et il redescend sur la côte assez rapidement. Et il va réussir à convaincre une bonne partie des soldats de Narváez de rejoindre son camp. Il va leur dire qu'il y a quand même une fortune à se faire. Quand nous reviendrons en Espagne, nous serons si riches qu'on nous traitera en héros, pas en hors-la-loi. Alors venez avec moi. Moi, je vous rejoins. Moi aussi. Et moi. Et moi aussi. Longue vie à Cortés. Longue vie à Cortés. Pendant ce temps, Cortés, lui, il a trouvé un plan, c'est qu'il va écrire directement au souverain d'Espagne, enfin à l'empereur, parce que là, maintenant, on est du temps de Charles Quint. Et il va essayer de dealer avec lui en lui disant que de toute façon tout ça il le fait pour lui. Mais finalement nos Espagnols avec leurs alliés les Tlaxcaltèques sont en très mauvaise position. Ils sont quand même au cœur d'une cité qui leur est hostile. Alors ils vont essayer, c'est la nuit, il pleut, ils se disent tiens là j'ai peut-être une chance, on est le 30 juin 1520 et ils vont essayer de quitter Tenochtitlan. Ils se font repérer en chemin et là ils sont attaqués de toutes parts sur un terrain qui est pas facile. Une cavalerie sur une cité lacustre, c'est pas ce qui va le mieux. Et donc il perd la majorité de ses hommes, il perd la majorité de ses alliés. Il s'en sort finalement et il va se réfugier à Tlaxcala, mais poursuivi par les Aztèques. Et là, vraiment, la situation est vraiment extrêmement préoccupante pour Cortés, qui a encore quelques centaines d'hommes, parce qu'il en avait récupéré avec les troupes de Pánfilo, mais quelques centaines d'hommes au milieu d'un univers qui lui est hostile, c'est vraiment pas évident. Mais à nouveau, c'est un virus qui va tout faire basculer. Quand Pánfilo de Narváez a débarqué en mai 1520 à Veracruz, il a débarqué avec des esclaves. Et l'un de ces esclaves avait la variole. La variole va avoir son propre chemin, pas forcément avec les troupes de Cortés ou de Narváez, parce que c'est des gens qui sont immunisés, mais au sein de toutes les Amériques, en fait, parce que ce chemin, il va être beaucoup plus vaste. Mais ça va arriver, finalement, en tout cas, autour de Mexico, autour de Tenochtitlan, et il va y avoir une terrible épidémie de variole. L'épidémie touche fortement la population aztèque, tandis que les Espagnols sont peu atteints. Car en Espagne, on l'a dit dans le premier épisode de cette série, la variole circule. Les conquistadors ont donc attrapé la maladie étant enfants et sont désormais immunisés. Alors que 20-30% des personnes qui attrapent la maladie côté mexicain, côté aztèque, meurent. Et ceux qui ne meurent pas peuvent être aveugles, ils ont des cicatrices et ils sont au tapis pendant des mois parce que c'est pas une grippe, c'est pas 3 jours. C'est des semaines et une récupération extrêmement lente. Surtout chez des gens qui n'avaient aucune... il y a eu une coévolution entre la variole et les Eurasiatiques. Les populations d'Europe et d'Asie, ça fait des siècles que la variole est là. Les plus fragiles sont morts et n'ont pas fait d'enfants. Les plus solides ont survécu et ont fait des enfants. Donc, il y a une adaptation de l'homme au virus et du virus à l'homme. Mais là,
l'adaptation s'est pas faite et il y a une très très forte mortalité. Et plus qu'une mortalité, c'est-à-dire que si tout le monde est malade en même temps, on n'a aussi plus personne pour s'occuper de ceux qui sont malades. Et donc on peut avoir un problème de faim, un problème, FAIM, hein, et donc les ravages sont considérables. Et ça, c'est ce qui fait qu'il va y avoir 20 ou 30% de mortalité. Cette épidémie va donc totalement changer le cours de la guerre. Les cités qui auraient bien voulu se débarrasser des Aztèques, mais qui ont vu les Aztèques chasser les Espagnols, s'étaient plutôt rapprochés à nouveau de leurs anciens suzerains. Et puis là, ils voient que tout le monde est détruit au tapis avec la variole, sauf les Espagnols. Et donc, il y a des renversements de tendance qui vont aider Cortés et ses alliés à, petit assiéger Tenochtitlan et donner l'assaut et récupérer, avec des combats quand même très importants, récupérer la ville et prendre le contrôle de l'ensemble des hautes vallées du Mexique. Et petit à petit, ils vont étendre leur contrôle sur une zone de plus en plus importante. Et là, la Nouvelle-Espagne est devenue continentale au niveau de... Le Mexique est en Amérique du Nord essentiellement, déjà au niveau de l'Amérique du Nord. Et quand on voit que tout autour de nous, des épidémies frappent et tuent, mais pas ces gens-là, parce que ça s'est passé aussi en Océanie, et les personnes finissent par se dire, mais est-ce que nos dieux sont les plus puissants? Est-ce que les leurs ne sont pas plus importants? Et ça va aider à faire des conversions. Il faut se rappeler que les Espagnols, ils viennent pour prendre le contrôle, prendre des richesses, mais aussi convertir. On est toujours dans cette idée-là que même Bartolomé de las Casas, il voulait quand même les convertir, les Amérindiens. Donc ça, c'est un rôle vraiment qui aura été important. Donc finalement, ils ont, sans être considérés comme invulnérables, puisqu'ils ont quand même été tués, et les gens le savent, ils ont des pouvoirs que les autres n'ont pas. Et je pense qu'il y a un caractère un peu divin, mais au sens très large du terme. Cette épidémie de variole, apparue en 1520 au Mexique, va poursuivre sa course jusque dans les Andes. Et elle arrive avant même que les Espagnols tentent de conquérir la région. Elle va arriver dans l'Empire Inca et elle va en fait entraîner le décès d'abord de l'empereur qui est Huayna Capac qui va mourir. Pas de bol parce que son héritier, son fils aîné, meurt aussi. Et puis finalement, c'est les deux autres frères qui créent un conflit de légitimité. Huáscar va perdre face à Atahualpa, et c'est Atahualpa qui est le tout jeune nouveau empereur quand les Espagnols commencent à arriver. Alors les Espagnols, ils sont pas nombreux, là ils sont 180, menés par Francisco Pizarro. Mais avec 180 hommes, alors c'est pas un tendre. Finalement, Cortés est civilisé à côté de Pizarro. Là, il propose un entretien avec Atahualpa. Et là, les Espagnols, quand le moment devient propice, vont tuer tout le monde, sauf lui, et le prendre en otage. Francisco Pizarro a obtenu des renforts. Et il va, là encore, utiliser en plus les dissensions entre les Incas et les autres cités. Et puis, il va se maintenir au pouvoir jusqu'à ce qu'il soit assassiné. La variole a donc permis aux conquistadors de prendre le dessus sur les Incas et de mettre la main sur de l'or et de l'argent. Et une nouvelle épidémie va venir renforcer le pouvoir des Espagnols dans la région. Au Mexique, la variole, puis ensuite une maladie un peu étrange qui s'appelle le cocolitzli. On ne sait pas ce que c'est, on va dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle a été encore plus meurtrière que la variole. Il y a eu plusieurs épidémies, la dernière était au début du 19e siècle, et on n'avait pas encore les microbes et tout ça, donc on n'a vraiment pas l'explication. Mais les deux premières épidémies, une au milieu du 16e siècle et une autre 25 ans après, ont pu baisser encore de 80% la population du Mexique, des hautes terres autour de Tenochtitlan, qui va devenir Mexico. Donc une perte de population importante, avec toujours un peu le même phénomène, c'est-à-dire beaucoup plus de morts parmi les autochtones que parmi les Espagnols. Peut-être qu'ils avaient des meilleures conditions de vie, peut-être que le mode de vie n'était pas le même. Par exemple, les Amérindiens, les Aztèques se baignaient beaucoup, de manière collective.
Et ça, c'est un lieu de transmission. Peut-être que des rongeurs, le contact avec les rongeurs, si la maladie est amenée par des rongeurs, peut-être que c'est une maladie qui existait en Europe et donc ils étaient immunisés. Peut-être, je sais pas. Donc, mais c'est une observation et ça a joué. En tout cas, les épidémies, celle-là, Coccolistli, dont on n'a pas la cause. Quand on a la cause, on peut plus facilement expliquer. Mais là, on n'a pas la cause. Celle-là, très clairement, en tout cas, a beaucoup plus tué les autochtones que les Espagnols. Ça s'est vu parce qu'il y a eu un moment, on a commencé à faire des recensements. Ça a été évidemment la même chose au niveau de l'Empire Inca, qui s'est désorganisé et dépeuplé. Ce même phénomène peut être observé dans la région amazonienne, dominée là plutôt par les Portugais. Alors on a l'idée de l'Amazonie comme un endroit où il y a quelques tribus éparses qui vivent avec quelques dizaines de personnes. En fait, maintenant, avec les nouveaux outils, il y a par exemple un type de radar qui s'appelle le LIDAR, qui permet de repérer sous la forêt les routes. Eh bien, il y avait des routes en Amazonie. Il y avait des routes, il y avait des villages, ou des gros villages, des bourgs, qui étaient reliés par des routes. Quand on regarde la végétation utile à l'homme, qui peut servir, les plantes qui peuvent amener de quoi se nourrir, de quoi se soigner, de quoi faire des vêtements, est beaucoup plus fréquente en certains endroits. C'est les endroits où l'homme était présent. Il a cultivé la forêt amazonienne. Et puis, la terre même, elle, c'est cette terre noire, terra preta. Cette terre est beaucoup plus riche en certains endroits. Il y a beaucoup de petits bouts d'ossements, de petits bouts de déchets, d'arêtes, des choses comme ça. Des petits bouts de céramique aussi, elle est mieux oxygénée. Donc beaucoup plus fertile, parce que les maladies qui sont arrivées, il y a eu la variole, mais il y a eu aussi la rougeole. La tuberculose, c'est la forme de tuberculose qui était en Europe. Il y a eu le paludisme. Le paludisme n'existait pas. Il est arrivé en Amazonie et il y a une forme qui s'appelle Plasmodium vivax qui a pu passer chez les singes d'Amazonie. Et maintenant, c'est devenu une maladie avec un réservoir zoonotique. Il y a les conquistadors avec leurs chiens ont amené une maladie qui s'appelle la leishmaniose viscérale. Elle existait en Espagne, elle existait au Portugal. Et on la retrouve maintenant en Amérique centrale et au Brésil, qui témoigne de centaines d'années d'occupation. Et là, maintenant, on se dit, les Amériques, c'était 50-60 millions d'habitants. Quand on regarde en 1650, c'est 6 millions d'habitants. 90% en moins. Dans le prochain épisode de cette série, on quitte le Mexique et l'Amérique du Sud pour se rendre plus au nord, dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis. Pour ne pas rater la suite du récit de Renaud Piarou, n'hésitez pas, chers auditeurs, à suivre La Loupe sur n'importe quelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi retrouver les épisodes sur le site du magazine, l'express.fr, ainsi que sur YouTube. Les virus à la conquête des Amériques est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros et Sébastien Salis, avec Emeline Dulliot.